Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire le rewind de la semaine 9 et pour ça, je suis d'abord accompagné par Thibaut. Salut Thibaut, comment ça va? Salut Alex, ça va très bien et toi? Très bien, on a tous les deux perdu, donc pas mal. Rien ne change. Une belle semaine et on est accompagné par quelqu'un qui n'a pas non plus gagné cette semaine. Et ça fait plaisir, c'est dur de dire toutes les semaines. Donc c'est Doug avec ses Bucks qui était en bye week. Salut Doug, comment vas-tu? Salut l'équipe, salut tout le monde, mais qui n'a pas perdu surtout. C'est ça. Et Match voilà. nul. Et la différence, elle est là. Parce que Alex, la semaine dernière, il a perdu contre la bye week, il disait. Les Riders avaient perdu contre la bye week. Ouais, ben nous on a failli gagner contre la bye week parce qu'on était à ça de monter d'une place dans le power ranking en plus. C'est vrai. Oh, le petit teasing pour la fin de l'émission. Doug, on sent le professionnel. Hein. T'es pas venu depuis je sais pas combien de temps, mais le professionnalisme ne t'a pas quitté. Ah, des années, j'ai le cuir tanné là. C'est ça. Les cheveux ne sont plus là, le professionnalisme l'est toujours. Il y a autant de cheveux que de moustaches chez toi, en effet. Ah, ça fait plaisir. Je suis content. À nous deux, on a une pilosité fonctionnelle. Et ça fait plaisir. C'est ça. Top. Eh bien, écoute, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. On va faire comme d'habitude. Employé de la semaine, gros dossier, évaluation, 2 minute warning. Et on va finir avec le power ranking. Avant ça, le front office partout pour nous suivre. Le Discord, on a le lien en description. Et surtout, plein de rendez-vous cette semaine. Donc, on a à la fois la preview de la semaine 10 déjà, qui va arriver jeudi matin. Jeudi soir, Game Zone. Donc, ça fait plaisir, ça, sur Twitch. Doug, comme tu aimes si bien le dire, la meilleure émission du PAF. C'est la meilleure émission, toute émission confondue sur Twitch. Ça me fait bien plaisir. Et surtout, J'espère que tu vas remettre le petit tuto de comment s'abonner. Faudrait le mettre avant. je vais voir si je peux le gratter et le remettre. Je vais voir comment je peux faire ça. Parce qu'on est début du mois, donc il faut se réabonner les mecs. Exactement. Et en plus, deuxième live, vendredi cette fois-ci à 21h, sans Doug, puisque Doug peut pas être avec nous. Il a un engagement apparemment plus important. Tu nous expliqueras ce que c'est. Mais c'est les trophées de mi-saison, où on va voir tous ensemble qui sont les MVP, Offensive Player, Defensive Player, les rookies, le coach, le comeback, vraiment tous les trophées à ce moment-là de la saison, et surtout avant que Doug nous donne la raison injustifiable. Envoyez-nous votre MVP, votre top 5 du MVP, et si vous avez envie d'envoyer tous les trophées, n'hésitez pas, mais le top 5, on l'intégrera dans le classement général. Donc envoyez-le nous et comme ça on pourra mettre ça en place. Doug, pourquoi tu n'es pas là vendredi? J'ai pas compris ton affaire par contre de on va l'intégrer dans le classement, mais un vote égale 1, genre c'est pas le vote du public général, genre chacun vote et ça vaut quelque chose, c'est ça? Ouais, en fait, là, tu sais, dans tous les top 11 en général, on fait un vote pour nous, enfin un vote pour toi, un vote pour Thibaut, un vote pour moi, et Ouais. ensuite on prend la moyenne de la commu et on fait un vote. Oui. Là pour le MVP, non, c'est chaque vote comptera pour un. Putain. Voilà. Ah, ils pèsent les mecs. Et tout le monde pèse, pas nous. Donc plus vous parlez, moins on a d'importance. Et ça, c'est mieux. Doug, explique-nous maintenant pourquoi tu n'es pas là vendredi. Mais j'avais un petit peu zappé effectivement, mais c'est l'anniversaire de mon épouse qui est à côté. Donc je ne pourrais pas être présent sur le live malheureusement. On voit la différence d'engagement entre toi et Anto par exemple. Mais c'est ok. Anto, on rappelle qu'il avait fait une game zone pour les 10 ans de sa relation. Ouais, mais il s'était engagé sur une game zone, c'est quand même important. Ça aurait été une game zone, bon, je sais pas. L'émission numéro 1, tout Twitch confondu, on rappelle. Ah, puis déjà, nous, c'est bien, c'est qu'il a pas oublié l'anniversaire de sa femme. C'est beau aussi. J'ai failli. Bravo. Oui. Ça aurait été marrant que tu sois là. Bon, on va où? Je sais pas. Moi, je vais sur Twitch. Oh putain. Bon, allez, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, on rappelle, voilà, jeudi et vendredi, tous les 2 lives. Et après, il y aura autre chose que j'annoncerai, mais plus à la fin de l'émission. Et on va pouvoir commencer avec l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Pour l'employé de la semaine, on se pose la question, qui est le joueur de la semaine, qui est celui qui nous a le plus marqué. Doug, je te laisse la main. Qui est le joueur? Et alors, moi, je vais récompenser un défenseur cette semaine
Et je vais récompenser un défenseur qui a fait une grosse prestation, mais c'est un petit peu toute la défense quand même que je vais mettre à l'honneur. C'est les Steelers avec Alex Highsmith qui nous fait un match où, à l'image de sa défense, ils ont roulé sur la ligne offensive des Colts. Il termine avec 2 sacs. Alors effectivement, de l'autre côté, il y a Latou qui en fait 2,5. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment pour récompenser toute cette défense des Steelers qui a complètement éteint l'attaque des Colts, qui était leur premier gros test, on va dire, vraiment, parce que voilà, c'est la... On va... Comment dire? Disons que les Steelers, sur les matchs comme ça, ils peuvent passer à travers certains matchs, mais quand on les attend, ça ferraille. Et là, ça a ferraillé sec. Ils ont vraiment, comme j'ai dit, roulé sur la ligne offensive qui jusque-là avait été énorme. On n'a pas trop vu du coup notre ami Jonathan Taylor, hein, qui termine avec à peine 45 yards à la course. Et Alex Highsmith qui effectivement finit avec 2 sacs. Et on a vu même un secondary, alors j'ai une image en tête, c'est le tampon que met Ramsey. Alors il se fait flag, au bout d'un moment il va falloir en parler, ça aussi. Nanana, faut protéger les joueurs et tout, les gars. Il y a le flag si vous voulez arrêter et vous protéger et jouer à touche-touche. Mais quand il y a un gros tampon, il y a un tampon, il n'y a rien à dire, il faut arrêter de lancer des flags pour rien. Donc je profite de ton petit lancement sur le flag, puisque mercredi, sur la chaîne des Outsiders, là où j'avais commenté le flag football, je vais interviewer avec Rémi, du coup le gars des Outsiders. On va interviewer Vincent Lemoine, qui est un des joueurs de l'équipe de France de flag football. Donc ça, c'est mercredi à 21h. Voilà. Retournons sur le touche-touche. Mais oui, non, mais c'est au bout d'un moment, il faut arrêter. D'ailleurs, du coup, derrière, la défense arrête parce que le score est flatteur à la fin. Hein. Le 27-20, sachant qu'Indianapolis met 13 points dans le dernier quart. Le dernier quart, les mecs, ils se faisaient flag dès qu'ils tapaient un peu fort. Donc, ils ont arrêté de défendre. Voilà. Ils ont mis 13 points. Sinon, ils les avaient complètement éteints. Hein. Il n'y avait vraiment pas de match. Donc, Un tampon, ça doit être saignant en plus. Ah ouais, non, mais... Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous? Je savais que c'était un traquenard et Salut ça les y est. beaufs 7 minutes On est tous d'émission. le beau de quelqu'un. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, non, c'était pour mettre en avant la défense de Pittsburgh et Alex Highsmith avec ses 2 sacs et l'impression de puissance que ça a donné. Exactement. Tu as parlé de l'atout côté Colts. Je vais passer maintenant à Lerum. Et Thibaut, qui est ton joueur de la semaine? Moi, c'est un joueur que j'ai un peu savaté jeudi avec notre ami Alex. C'est Colston Loveland des Bears qui fait quand même un match très, très, très costaud. Et justement, on parlait d'avoir une performance qui était XXL et il l'a faite. Donc, il est à 118 yards de touchdown dans la victoire donc de nos chers amis des Bears contre les Bengals. Je cherche le nom des équipes, c'est abominable. Et donc, il est visé 7 fois, il récupère 6 fois la balle, il met le touchdown de la victoire, il a une moyenne de 19 yards par réception. C'est quand même très costaud et surtout d'un joueur qui avait été très peu ciblé jusqu'ici, donc il aurait pu très bien passer à côté. Le dernier touchdown ne doit pas exister contre une vraie défense. Il se fait plaquer et à la limite, ça tape peut-être un field goal, mais le dernier touchdown est chanceux. Mais le reste de sa performance est quand même très solide. Et justement, c'est peut-être ce fameux break-up game qu'on attendait, ce fameux statement game aussi, dont on entend souvent parler, où le joueur, ça y est, il trouve des choses. Et moi, j'ai trouvé intéressant, c'est notamment dans les zones où il était trouvé, ses zones de déplacement, sa fluidité. Et là, on voit les promesses qu'il y avait chez lui. Je trouve que sur ce match, on les a vues. Maintenant, je modère parce qu'en face, c'était des mecs qui étaient, je pense, encore une fois, des mecs du public qu'on a dit tiens, vas-y, mets un pad, mets un casque et puis viens, tu vas voir, on va jouer, c'est rigolo. Mais ça n'empêche que dans cette ligue, il n'y a jamais rien de trop facile et il a su prendre les ballons, il a su faire ce qu'il fallait. Et encore une fois, je vais modérer sur ce dernier touchdown qui est juste à ne pas montrer dans toutes les écoles de football pour apprendre à plaquer. Mais parce que c'est un équivalent Minneapolis Miracle, hein, parce que les mecs, il y en a 2 qui lui foncent dessus, limite on a l'impression qu'ils sont étourdis les deux. Lui, il se dit ah tiens, bon, je suis toujours debout, bon bah go. Hein.
Et après, il y va, mais il a quand même montré, je trouve, des bonnes choses. On avait mis en exergue que sa production jusqu'ici elle était insuffisante, qu'il y avait peut-être des problématiques de connexion à Caleb Williams. Finalement, je trouve que ce match-là répond à plusieurs questions sur notamment son implication et sur le fait qu'il puisse être trouvé. Il peut être trouvé, il peut sortir des grosses perfs. Et on espère que ça va continuer pour les fans des Bears. Il a profité de deux choses. Voilà. Il a profité de, le forfait dès le début du match de DeAndre Swift, qui n'était pas là. Donc ça donne plus de targets, notamment. Alors, GG parlait de Kyle Monangai lors de la preview, qui a fait un super match d'ailleurs aussi. Donc, chapeau GG, parce qu'il faut le signaler quand même. Il avait pléthore d'options. Il a choisi Monangai, donc, et Swift n'était même pas hot à ce moment-là. Et en plus de ça, Cole Kmet est sorti sur blessure, donc déjà Voilà. tight end numéro 1 n'était pas là, et ensuite et en plus de ça, l'ami Rome Odunze était en face de DJ Turner qui l'a détruit complet, il a rien fait du tout du match, donc il y a eu il a fallu viser ailleurs que son receveur 1, et donc ça a été Loveland face à une défense des Bengals, on le sait, qui est pas bonne, donc c'est bien, enfin franchement c'est cool d'avoir réussi à prendre à réussir à faire effet, on va dire, et à fonctionner, parce que pour le coup, si ça n'avait pas marché, ça aurait pu être compliqué. Mais sachant que Kmet, par exemple, en termes de tight end potentiellement numéro 1 avant ce match, il fait 142 yards sur toute la saison. Oui, bien sûr. Il en fait 118 sur ce match, Loveland. Donc voilà, il y a eu des facteurs, mais il a su bonifier. Doug, tu voulais? Non, je suis assez d'accord parce que je croyais vachement, moi je l'avais mis en tight end 1 quand on avait le débat là, avec Warren, etc., qu'on avait fait les émissions d'avant la saison. J'y croyais tellement que je l'ai pris sur le trophée FB, je l'ai draft au début de la saison et je l'ai lâché la semaine dernière. Voilà, le pif. Le pif est là. Voilà, c'est une saison incroyable sur le trophée FB. J'explose toutes les stats. T'es fort, Doug. J'ai aussi lâché Monagai la semaine dernière. Ah, ça, c'est fort. Moi, je l'ai sur le banc. Ouais. Le gars débile. J'ai Camara qui joue et j'ai Monangai qui joue pas. C'est très intelligent. Sinon, moi, à la fin de la semaine, sur mes 2 ligues préférées, je serai en 1-17. Voilà, je tiens à le signaler. Voilà, il fait du Dolphins IRL. Exactement. De mon côté, vous avez parlé offensif et défensif. Je vais donc parler special team. Et mon joueur de la semaine, c'est Cam Little. Alors, c'est pas nécessairement pour ses prouesses du match, même si, je crois qu'il a rien raté. Il n'y a pas eu de field goal raté de sa part. Je vais juste vérifier ça. On sent la préparation qui est au top du top. Voilà, 3 field goals faits, 3 extra points. Donc, en fait, il a fait 6 kicks, il a mis les 6. Mais surtout, un field goal de 68 yards, qui est le nouveau record de la NFL, de l'histoire de la NFL. Il avait fait 70 yards en pré-saison. Là, il fait 68, donc il bat le record en saison régulière de 2 yards, qui était de Justin Tucker. Je pense que la NFL est très contente que ce record soit effacé. Et voilà, et en fait, il a quand même tenu bien par rapport à... Voilà, je vous laisse aller taper Justin Tucker sur Google pour avoir une information de pourquoi. Mais c'est le genre de record où on est content, tu vois. C'est comme quand O.J. Simpson, ses records, ils avaient été explosés. C'est bien, tu vois. On est toujours un petit peu content. Et les Jaguars qui ont réussi à gagner ce match-là, non sans mal, face à des Raiders qui, on a l'impression, ont tout fait pour le gagner et tout fait pour le perdre à la fois. On pourra en parler j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, le field goal de Cam Little de 68 yards, on voit pas ça tout le temps. Je pensais que ce serait plus Brandon Aubrey qui taperait le record en premier. Mais non, le Duplantis pour l'instant, c'est Cam Little. Je réfléchis par rapport à ça. Qu'est-ce que technologiquement, est-ce qu'il y a des avancées? Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se démocratiser énormément là. C'est l'espèce de semelle en carbone qui te donne énormément de rebonds. Donc peut-être, est-ce que ça vient aider pour les kickers? Je sais, c'est pas mal utilisé, que ça soit au foot, au rugby, au football américain, énormément maintenant, surtout sur les appuis, l'explosivité. Est-ce que les ballons ont changé et ça explique? Parce qu'on ne va pas se mentir, moi le premier, quand j'ai commencé à regarder la NFL, déjà quand ça tapait plus de 50 yards, c'était déjà très très beau. Aujourd'hui, ça tape des 60 et des brouettes. Il a fait 70 en pré-saison. Est-ce qu'ils ont changé les ballons? Est-ce que quelqu'un a un truc là-dessus ou quoi? Je sais pas, mais par contre, il avait fait 70 et il était large en plus. Là, il est large là ce week-end. Ouais, en plus. En fait, ils ont modifié. Si tu regardes, ils ont modifié. C'est l'inflation.
En fait, ils ont modifié leur façon de frapper. Very simple. Avant, Et très frappe avec le pied, non, maintenant. en fait, avant globalement, pour simplifier, avant globalement, il tapait tout droit, voire il faisait un pointard. Pour ceux qui connaissent, il faisait un gros pointu et ça passait. À taper un petit peu plus en force. Et maintenant, on voit qu'ils engagent vraiment beaucoup plus, à la manière des buteurs de rugby, ils engagent beaucoup plus la force de la hanche. Donc ça donne, et en termes de levier, ça donne beaucoup plus de punch au ballon. Doug, tu te souviens C'est un peu d'Apoula technique. Edel? Tu te souviens d'Apoula Edel au PSG? Oui, à Et Edel, bien sûr, le gardien. Exactement, tu te rappelles un peu de ses dégagements légendaires. C'était quelque chose. Maintenant, il tape comme ça en NFL, c'est pour ça que ça va si loin. Ça doit être pour ça. Mais je trouve que ton explication de réduction du yard me plaît beaucoup plus. Ah, ça c'est pour les vrais qui savent. Les nous Ouais. sachons. Nous sachons. Exactement. Eh bien, on va aller sacher, on va aller ouvrir le gros dossier et c'est parti. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et je suis là, j'ai mal au ventre, je me dis oh my god, je vais devoir le balancer. Pour le gros dossier, un événement, un match, un blessure, une décision arbitrale, quelque chose qui nous a marqué. Et je vais continuer sur le même match parce que dans ce match entre les Jaguars et les Raiders, il y avait les Jaguars d'un côté et donc de l'autre côté, il y avait les Raiders. Oh. Et vous êtes là C'est pour fort. ce genre d'analyse. Je sais. Toi, tu vas finir chez TDA, toi. Quel enfer. Ça y est, tu vois, 16 minutes, ça y est, il peut pas s'en empêcher. Hein. Il est là, bam, 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 le sniper. le sniper d'Avignon, on l'appelle. Donc dans ce match-là, il y avait le retour de Brock Bowers. Après beaucoup de semaines de blessures, une bye week la semaine dernière. Il revient. On voit que lui. Voilà, c'est pas compliqué, on voit que lui. 12 réceptions sur 13 targets, 127 yards et surtout 3 touchdowns. C'est une impression de facilité du côté du Brock. Il arrive à la fois, son dernier touchdown notamment, où il est très lent au début. Une fois qu'il reçoit la balle, tu as l'impression que c'est un train que tu ne peux plus arrêter. C'est assez fou quand même ce joueur. Et là, entre lui et Genty, c'est eux qui font les 4 touchdowns à la réception sur ce match-là. Ils ont 2 derniers premiers tours qui sont bons, et comme je disais, c'est dommage qu'il y ait Geno Smith. Voilà. C'était attendu comme une arme à nouveau cette saison pour les Raiders. Forcément, quand il est blessé, l'arme ne peut pas s'enclencher. Ça, c'est une vérité. Et on est bon sur l'analyse là côté Ouais, Raiders aujourd'hui. là, c'est profond, c'est très profond. On est sur des lapalissades. Mais disons qu'ils arrivent à le réengager dans le plan de jeu. Lui, il répond aux attentes et forcément, on se rend compte que, bah oui, c'était peut-être le chaînon qui manquait pour apporter la diversité un peu plus à cette attaque, compte tenu des déficiences notables au poste de quarterback, dirons-nous. Donc, quelque chose à dire sur l'ami Brock? Non, c'est vrai qu'on a tressé des louanges à Loveland il y a 2 secondes. Lui, il fait un match encore au-dessus avec 127 yards. Il fait 3 touchdowns. Et genre, c'est une journée au boulot, quoi, on a l'impression. Quoi. Genre, c'est normal, il est juste revenu. Et Smith en profite quand même parce que sur les 4 touchdowns qu'il lance, il y en a quand même 3 sur lui. C'est vraiment son go-to guy. Mais il y a quand même une sensation, malgré la victoire, non, la défaite des Raiders encore. Mais il y a une grosse sensation d'équipe, on va pas se mentir. Tu as parlé de Genty, on a parlé là de Bowers, tu as quand même Mac Crosby aussi. Putain, comment cette équipe, elle n'arrive pas à tourner, quoi. C'est Smith, c'est l'ombre des Seahawks. C'est parce que c'est la fin de l'effectif là que tu nous as annoncé. Tu nous as dit les 3. Il n'y a personne d'autre. Ouais, mais Smith, c'était pas un peintre au Seahawks, tu vois. Il a fait ce qu'il fallait quand même. Oui, sur son début de carrière, oui, mais les 2 dernières années, le mec, il montre quand même quelque chose. Donc, non, c'est assez étonnant, quoi. Exactement. Doug, quel est ton gros dossier? Attends, je le reprends. Mon gros dossier, ah ben oui, mon gros dossier, c'est... Alors, je vais pas être si provocateur que ça, mais quand même un petit peu. Il y a quand même Mac Jones qui est en train de sauver le cul de Kyle Shanahan en ce moment. C'est quelque chose. Parce que on a perdu Brock Purdy sur blessure il y a un petit moment maintenant du côté des Niners à San Francisco. Et Mac Jones est en train... alors moi, j'ai toujours bien aimé ce joueur.
Je pense qu'il n'est pas tombé dans la bonne période du côté de New England. Et on le voit, est-ce que c'est lui qui était dysfonctionnel ou est-ce que c'était le coaching autour c'était quand même l'après-Brady et je pense que c'est absolument pas facile à assumer. On va pas se mentir. Maintenant, voilà, Mac Jones, il est aux Niners et il rentre pile poil dans le schéma encore. Il finit le match avec 19 sur 24, 2 touchdowns, pas d'interception. C'est propre, ça distribue un petit peu à tout le monde. Tout le monde touche la balle, tout le monde il est content. Et en plus, ça gagne les matchs. Donc, ils sont en 6-3, en ayant quand même pas mal de blessures encore une fois. Donc voilà, j'avais annoncé Shanahan qui finit pas la saison. Je pense qu'il la finira pas quand même. Mais il finira la saison, mais il sera viré à l'intersaison. Mais pour le moment, il lui évite d'être sur un siège éjectable. Ouais, parce qu'en plus de ça, ça joue contre les Giants et ça galère. Hein. C'est 34-24 face aux Giants. Alors les Giants, c'est sympa, c'est cool à voir jouer, c'est marrant, il y a Jackson Dart, mais ça reste les Giants. Et tu gagnes que de 10 points. Heureusement que Mac Jones est là, je suis assez d'accord avec toi. Bon, c'est pas le seul, hein. Il y a aussi CMC qui lui sauve le cul aussi. Et voilà. Thibaut, un truc à rajouter ou tu veux passer de ton côté? Non, mais c'est ça en fait. C'est Mac Jones, c'était un quarterback qui était quand même à Alabama, donc qui était quand même sur une grosse fac, qui a quand même fait de belles choses. Comme on dit parfois, les quarterbacks, leur réussite tient à l'organisation dans laquelle ils tombent. Et Bien quand sûr. on voit, on parlait de Geno Smith, on parlait de Sam Darnold dans d'autres épisodes, et on va en reparler en plus. Petit teasing. Il y a des quarterbacks qui ont du potentiel, mais qui ne peuvent pas s'exprimer pour plein de raisons, parce que dans l'organisation où ils tombent, il manque plein de choses. Mac Jones, on se rend compte que quand il y a un coaching staff qui est en place, quand il y a un plan de jeu qui est là, et Shanahan a toujours été connu quand même pour être un très bon tacticien, et Mac Jones, oui, je suis d'accord, il lui sauve les fesses parce qu'il manque une certaine constance dans les résultats au niveau des Niners, mais il applique son plan de jeu, il fait ses choix, il est quand même globalement bon. Et c'est, je pense, encore une fois, un quarterback qu'on a peut-être un peu trop vite jeté à la poubelle et qui pourrait quand même montrer de belles choses, qui est peut-être en train de se racheter justement un deuxième souffle à sa carrière. Parce que là, il a quand même un 100 rating de 135. Les gars, 135, on n'en voit pas. Tu fais pas 10 matchs à 135 dans la saison. Hein. C'est lourd comme ratings, Mac Ouais. Jones. Et c'est pour ça, je pense que ça mérite. Moi, je suis une franchise. Aujourd'hui, je suis une franchise. Alors, on va peut-être pas prendre les Raiders, ce mauvais exemple, mais aujourd'hui, je suis une franchise Oui, c'est un bon exemple. avec un logo, par exemple, qui aurait été élu deuxième plus beau logo du front office, avec des couleurs un peu flashy et qui aurait un quarterback qui oublie un peu de comment on doit lasser ses chaussures. Je tente le pari. On a déjà tenté un pari de cette draft-là. Il s'appelle Zach Wilson. Il est QB2, même QB3. Donc, mais non, Mac Jones, pour le coup, aux Raiders, il ferait du bien. Mais ça, on pourra voir ça, je pense, lors de l'intersaison. Ah oui, de toute façon, ça se jouera pas là. Hein. Je pense pas qu'il soit QB2 l'année prochaine. Non, je pense pas non plus. Non, mais c'est pour ça. Moi, je parlais de l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, il y a des équipes qui vont lui donner sa chance en QB1. Va lui redonner une chance par rapport à ce qu'il montre. Ouais, le nombre d'équipes est assez limité, mais ça existe et surtout dans une free agency qui est absolument catastrophique la saison prochaine niveau QB. Moi, j'aime bien c'est ce genre de joueur qui a le physique d'un curé de campagne comme ça. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Tu le vois après le match torse nu dans les vestiaires, tu te dis putain, je suis bien gaulé à côté quoi. Et tu es bien gaulé, ça fait rêver. pour ça surtout. Ça fait rêver. Yes. Thibaut, quel est ton gros dossier? Alors moi, le gros dossier, c'est un dossier blessure, parce qu'il y en a quand même eu énormément sur cette week. Hein. De toute façon, sur la NFL, on a l'habitude, tous les ans, il y a toujours une week où c'est un peu l'hécatombe, où il y a des blessés dans tous les sens. Hein. Ça reste un sport de contact, ça reste un sport exigeant physiquement, et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas 82 matchs sur ce sport. Mais je voudrais revenir surtout sur la blessure de Jaden Daniels. Sur un terrain décidément maudit pour les quarterbacks des Redskins, ou des Commanders, ou la Washington Football Team, voilà, l'équipe de football de Washington, hein, pour simplifier les choses, parce que
vient tuer les derniers espoirs, je pense, de Washington de rebondir dans la saison, parce que même si c'est pas son bras de lancer, et c'est Dieu merci la meilleure nouvelle pour lui et pour les fans de Washington, c'est une blessure qui est quand même compliquée à voir. C'est une blessure, a priori ce serait une luxation. C'est moche parce que c'est un joueur qui demandait à être revu, qui commençait à remplir certaines choses sur le cahier des charges du quarterback de franchise, et j'espère vraiment que ça va pas mettre un coup d'arrêt à sa saison, parce qu'aujourd'hui le renouveau de Washington, on va pas se mentir, c'est lui, et ça ferait mal de voir un énième bon quarterback jouer pour Washington, être blessé, avoir sa carrière qui s'arrête sur un terrain qui décidément est maudit. Alors hasard ou coïncidence, j'en sais rien. Mais, Précise de quoi tu parles pour ceux qui écoutent et qui en ne fait, savent pas de quoi tu parles. Jaden Daniels, vers la fin du match, alors je crois que c'est au 4e quart-temps, sur une action, il part en coureur, et au moment de d'aller au sol, de se faire plaquer, il a le coude qui est pris, enfin le bras autre de lancer qui est pris sous un joueur, et en fait le coude se retourne. On voit clairement le coude se planter, se retourner. Et pourquoi tu parles de malédiction du coup sur ce stade? Oula, vous avez 4 heures. Alors pourquoi je parle de malédiction? Déjà, le fameux Robert Griffin III qui s'est blessé là, Alex Smith s'est blessé là, qui s'est encore blessé sur ce terrain. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y avait le quarterback des. Alors, ce qui était terrible, c'est que le quarterback de Washington dans les années 80, pour ceux qui ont vu The Blind Side, l'action de Lawrence Taylor qui vient le pulvériser, au même endroit quasiment sur le terrain, c'est Alex Smith qui s'est fait pulvériser sa jambe. Donc on est sur un terrain qui. Je crois que dans sa saison rookie, je crois que Joe Burrow aussi s'était cassé là-bas, si mes souvenirs sont bons. C'est pas impossible, je sais plus où, mais. En tout cas, c'était contre en tout cas, il s'était pété face à Chase Young, donc soit c'était contre les Commanders, soit c'était sur le terrain des Commanders, soit c'était à Cleveland, à Cincinnati, mais voilà. Ouais, c'est compliqué là pour eux. Tu parles de temps d'arrêt dans leur saison. Daniels, là, je le vois. J'ai du mal à le voir rejouer cette saison. Faut le mettre dans le formol, faut mettre du papier bulle autour, faut le laisser revenir la saison. Il n'en faut pas beaucoup parce que c'est un tuteur à géranium, on rappelle. Pas beaucoup de papier bulle. Belle vanne. Il fait économie. Faut papier bulle, mais il n'y a pas de S à bulle. Il y a une bulle. C'est un enfant bulle. C'est Soso l'enfant bulle. Putain, Soso l'enfant bulle. Mais oui, il faut le préserver pour l'année prochaine. Ouais. Essayer de travailler sur d'autres dossiers aussi à Washington qui sont ouverts. On va pas parler de virer Latimore. Leur seconde. Voilà. Latimore, je crois que c'est saison terminée. Latimore est mort. Ouais. C'est Lati. Maintenant, c'est Lati. C'est Lati, ouais. Je crois que sa saison est terminée, si mes souvenirs sont bons là. Et puis son niveau était en chute libre. Enfin voilà. C'est pas le seul d'ailleurs. Quand il est parti des Saints, on l'a pas trop pleuré parce que ses performances étaient de plus en plus compliquées. Il faisait pas de saison pour ce qu'il coûtait. Après, c'est pas le seul. Moi, j'ai toujours trouvé la défense de Washington suspecte depuis le début de saison. Je trouvais qu'il y avait vraiment des points d'interrogation. Et voilà, il faut travailler maintenant à Washington. Il faut retravailler sur une prochaine saison. Ils ont quand même des armes. Offensivement, il y a quand même de belles choses. Il faut travailler sur la défense et se retrouver avec une nouvelle saison, un quarterback qui aura récupéré sa blessure. Encore une fois, heureusement, ça n'est pas son bras de lancer. Donc, ça ne devrait pas avoir un impact sur sa carrière. Mais voilà, c'était quand même assez douloureux quand on voit les blessures parfois qu'il peut y avoir. C'est pas bon. Exactement. Et puis, donc pour les Commanders, c'est Jaden Daniels qui s'est fait le coude. Les croisés pour Latimore, fin de saison. Et Luke McCaffrey, le retourneur, qui est aussi fin de saison. Je ne sais plus ce qu'il a, mais c'est fin de saison. On peut en faire beaucoup. Commotion pour CJ Stroud. La grosse blessure de Tucker Kraft ce week-end. C'est les croisés aussi pour la cheville de Joe Alt. Oui. Dur aussi sa blessure. Fin de saison pour Michael Hoche des Bills. Ouais, qui a fait un super match d'ailleurs contre les Chiefs. On n'en parlera pas spécialement de ce match-là malheureusement, mais Michael Williams, pareil, croisé antérieur. Christian Mahogany, pareil. Julian Love des Seahawks, pareil. McLaurin, on vient de le dire. Enfin, c'est une hécatombe. D'ailleurs, du coup, là, ils ont dévoilé tu sais, ils vont changer la musique du Red Zone pour dimanche prochain.
Ça va avoir de la gueule. Hein. Je te sentais, j'ai vu tes yeux qui frétillaient, je me demandais ce que tu préparais. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis une musique. C'est vrai. J'avais bien aimé le cirque Pinder, mais peut-être que ça reviendra dans les semaines à venir. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a du potentiel. Et ben on va voir si ça revient dans la prochaine rubrique. C'est parti pour l'évaluation. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et pour l'évaluation, top flop équipe qui nous a déçus, qui nous a agréablement surpris ou confirmé les attentes qu'on leur portait. Et je vais encore continuer, voilà, que de transition, puisque tu parlais de Jaden Daniels. Moi, je vais parler de l'équipe qui était en face. C'est les Seahawks qui ont battu les Commanders 38-14. Mais réellement, c'est un 31, on va dire 7, hein, parce qu'après, ça s'est complètement lâché. Sur la première mi-temps, en tout cas, c'était 31-7, et c'est surtout de ça dont j'ai envie de parler. La première mi-temps des Seahawks. Si vous n'avez pas vu les premiers drives de Sam Darnold, c'est incroyable. J'étais réveillé. Alors peut-être que c'était parce que j'étais réveillé qu'il était 3h du matin. Mais ce match, c'est fou. Il réussissait tout, Sam Darnold. Pas une passe manquée sur tout le début de match. 4 touchdowns lancés. 2 touchdowns pour Torrey Horton. 1 touchdown pour l'ami, comment il s'appelle, pour un White, qui n'était pas Ricky. Et un touchdown pour Arroyo, le tight end. C'était absolument dingue. Et en face, il ne se passait rien. Des interceptions, des fumbles, des punts. Il n'y a rien qui allait côté Commanders. Donc défensivement, ça fonctionnait. Et offensivement, ça fonctionnait. Et voilà, quoi. Je voulais juste signaler ça. Et voilà. Oui, c'est... Voilà, oui, merci. Voilà, commencer voir scène, oui. Non, les Seahawks, c'est très impressionnant. Là, sur la première mi-temps, ça déroule, c'est vraiment fou. C'est, comme tu dis, Smith Njigba, il fait encore un match de folie. On a encore du play calling. Enfin, j'ai trouvé ça, ils leur ont roulé dessus, réellement roulé dessus. Donc c'est encore une fois du très bon coaching. C'est une équipe qui, je regardais les effectifs sur leur présentation. En fait, c'est quand même des joueurs très solides de NFL sans avoir d'énormes stars. Bon, il y a quand même Smith Njigba, mais je regardais les cornerbacks, je faisais la réflexion, tiens, ils sont 104 sur 113 sur PFF. Alors PFF, on en pense qu'on en veut. On en pense qu'on en veut des stats des cornerbacks. Mais je me disais, Seattle, c'est l'équipe un petit peu qu'on voit pas venir, mais qui peut très bien s'enflammer sur les playoffs encore plus. Et pourquoi pas nous faire un rush vraiment intéressant, finale de conf. Ça pourrait, parce qu'il y a du jeu au sol, il y a la diversité au niveau des receveurs, parce qu'il n'y a pas que Smith Njigba. Il y a une défense qui est très efficace, qui est très redoutable aussi. Franchement, les Seahawks, vrai gros outsider, et dans la division, et dans la conférence. Et Smith Njigba, en plus, il est tout le temps tout seul. Il a une capacité, en fait, à trouver des spots à identifier donc, les couvertures. Il a broyé la zone des Commanders, mais c'est... C'était le point Nemo, le mec. Il était au milieu et il n'y avait personne autour de lui. C'est ça, il n'y avait personne à 2-3 mètres autour. Enfin, c'était vraiment... incroyable. Vraiment, alors que tu le sais en plus, parce qu'il n'y avait même pas Cup en plus sur ce match-là où tu pourrais te dire, bon, ok, vas-y, on fait attention aux deux. Là, il y avait à faire attention que lui. Donc tu fais attention à lui sur tout le drive. Au final, c'est pas à lui qu'en plus, aucun touchdown n'a été pour lui sur ce match-là. Oui. C'est dingue. À l'image de leur jeu au sol, où c'est Kenneth Walker qui fait les yards dans le terrain et c'est Charbonnet qui met les touchdowns. Exactement. Thibaut, quelle est ton équipe de la semaine? Les Denver Broncos. Je suis un peu redondant sur cette équipe, mais c'est une équipe, je trouve, qui se sort d'un traquenard défensif au Texan. Donc, chez la meilleure défense de la ligue, donc les Broncos gagnent 18-15. Donc, fans de gros scoring, passez votre chemin. Fans de défense, allez-y. Juste, on déplorera la blessure de CJ Stroud qui est assez moche. Enfin, je trouve que le hit est sale. On peut pas me trouver d'excuses sur ce hit. Il est en train de glisser. Il y a déjà un joueur. Il vient le fracasser au sol. Je suis pas fan du move, mais ça n'empêche que c'est deux défenses qui sont rendues
très honnêtement coup pour coup dans le bon sens du terme. Match où finalement les Broncos s'en sortent avec la recette qui fait leur succès, c'est-à-dire ils sont impliqués, ils arrivent à trouver des solutions, ils font quelques drives intéressants et derrière la défense ferme tout. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe, je pense. Autant les Seahawks en NFC sont l'équipe à suivre et l'équipe qui peut être un peu de surprise, autant en AFC, je pense que ça peut aussi être du côté de Denver, ça peut être un beau cassette à aller jouer en playoff. Ouais, et Doug, avant de te laisser la main dessus, mais c'est vrai que les Broncos en plus ont fait une très belle opération dans cette semaine, puisque les Chiefs sont perdus. Alors les Chargers ont gagné dans un match qui a été plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Mais là, ils ont une belle petite avance sur les Chiefs, notamment dans la course à la division et à la FC West. Doug, qu'est-ce que tu penses de ces Broncos? Toi, tu as un peu bataillé aussi pour les monter dans le Power Ranking. J'ai bataillé pour les monter. Oui. Non, c'était Thibaut. Non, Non, c'était moi. c'était pas moi. C'est Thibaut, mes excuses. Bah, moi, Thibaut. Non, c'est. Écoute, oui, les Broncos, depuis le début de saison, quand même, je les avais un petit peu annoncés. D'ailleurs, moi, j'avais mis notre ami. Alors, je mange son nom, le Sean coach Payton. de Sean Payton, effectivement, en coach de l'année dans les prédictions de début. Donc, c'est que je croyais en l'équipe. Et ça fait le taf, hein. Ça fait le taf, c'est sérieux. Là encore, il n'y a pas énorme de stars. On parlait, il n'y a pas d'énorme de stars sur l'équipe précédente. Là, c'est pareil, à part en défense où on a un top cornerback. Sinon, après, je trouve qu'il n'y a pas énormément de stars dans cette équipe. Mais ça joue bien, ça joue propre, c'est bien coaché. En fait, il y a une colonne vertébrale, quoi. On sait où va l'équipe et il y a une identité. Enfin, voilà, ça respire quelque chose de sain. Voilà. Exactement. Doug, quelle est ta top équipe dans un match Est-ce que tu veux que je te rappelle le match, puisque tu es un peu en confusion là sur. J'ai bugué. Ouais, j'ai vu. Il y a un protocole commotion. Ah oui, Ouais, clairement là. j'ai eu un petit protocole commotion. Donc non, ma top équipe, c'est les Vikings. Alors les Vikings qui ont tapé les Lions de notre ami Guilty, qu'on salue, qui du coup nous a pas fait les notes parce que c'est un rageux en fait. Il fait les notes que quand il gagne, sinon il les fait pas. Et aussi parce que Terren Arnold a fait une interception. Oui, du coup il a Et mis le meilleur que joueur du 10 match. en Oui. note. Donc voilà, et ces Vikings qui ont du coup battu dans un match de division les Detroit Lions. Alors c'est pas non plus une raclée, c'est 27-24. Et en plus, quand on regarde, c'est ça qui est très intéressant dans ce match-là, quand on regarde c'est quand même un sport de statistiques, quand on regarde les statistiques, ils sont derrière à peu près partout. Donc ils ont vraiment gagné ce match. C'est vraiment la défense des Vikings qui ont réussi à complètement éteindre, on va dire, juste le moment où les Lions d'habitude marquent. Les Lions ont fait à peu près le même match que d'habitude, sauf qu'ils n'ont pas marqué comme d'habitude. Et ils n'ont pas réussi à concrétiser les fois où ils sont allés en red zone. Parce que sinon, après, franchement, je vous invite à regarder. Quand on voit les stats, on se demande mais comment ils ont pu gagner. McCarthy, il fait 143 yards. Goff, il en fait 284. Le double. Laporta, il fait le double de Regarde, yards à la au sol. Et même à la course, hein. Même à la C'est au course, sol, ça se gagne. Mais même, Ouais, enfin même au mais sol. même hein, il s'est pas. rien Jones, passé. il fait 78 yards. C'est pas. Non, mais en fait, ils ont stoppé le jeu au sol. Ils ont réussi à contrôler le jeu au sol, les Lions, qui est un jeu essentiellement basé sur la play action. Et quand tu regardes le tournant du match, c'est clairement le fumble provoqué de Montgomery qui part pour un big play. Ouais. Ça se finit en fumble recouvert. Ils sont en bonne position. Ils marquent et c'est 2 possessions d'écart. Et ben, c'est ce qui fait à la fin la différence. Mais Donc, clairement. oui, ils ont été très opportunistes, très bien. Énorme plan de jeu de Brian Flores. Si, Brian c'est Flores, en défense. il me manque. Il me manque, Voilà, Brian Flores. c'est en défense, par contre, les mecs ont le double de stats de tout le monde. Voilà, il y en a un, il fait Cashman, il fait 14 plaquages sur le match. C'est-à-dire on va dire qu'il a à peu près bougé 1,5 tonne de viande dans la soirée, tranquillement, le mec. Voilà, donc non, c'est une très belle victoire défensive de Brian Flores. O'Connell, on peut dire ce qu'on veut, mais lui aussi, il arrive à mener sa barque parce que McCarthy, ça n'a pas été non plus flamboyant. Voilà, et alors oui, il revient, oui, c'est ça. C'est ses tout premiers matchs, étant donné qu'il a été blessé une saison, puis reblessé après derrière. Mais
Mais ouais, non, cette équipe-là a gagné défensivement sur un match de division, c'est jamais facile. Et, non, bravo, parce qu'en plus, ça fait descendre un petit peu les Lions au Power Ranking et voilà, on reste la première équipe de NFC. Ou pas. Ou pas, ou peut-être, ou pas, on va voir. On va voir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, flop équipe, Doug, enchaîne. Une autre équipe On de enchaîne. NFC. C'était Attention, parce que l'adversaire en plus des Vikings, selon toi, hein, donc attention. C'était le gros Janico, qui d'ailleurs nous a fendu d'une très belle soirée sur le Discord. Les frères Grosjean qu'on salue, c'était le Panthers Packers. Virer Matt Lafleur de suite. Voilà, ça sert à rien d'attendre. Et Jordan Love. C'est une. Ouais, déjà Lafleur. Ok. Déjà Lafleur, mais oui, Love, c'est Brett Favre sans le talent, en plus. Tu vois, donc il fait à peu près les mêmes interceptions, sauf qu'il ne te fait pas rêver à côté. Donc, c'est catastrophique. Ils sont fait bouffer par Rico Dowdle, ils sont fait bouffer en défense. Bon, c'était quand même pas le match de l'année, hein, parce que le premier quart-temps, il y a 0 point marqué. Ça finit à 16-13 pour les Panthers de la Caroline qui sont venus battre les Packers chez eux. Et on n'est pas loin de se dire ah non, les Titans sont loin. Non, c'est bon, GG va quand même payer son coup à boire. Heureusement qu'ils sont nuls. On est large. Heureusement. Et putain, moi je trouve ça fou. Tu parlais juste avant des Vikings qui gagnent en faisant rien à la course, enfin en faisant rien à la passe. Là, tu as Bryce Young qui gagne un match en faisant un match à 11 sur 20, 102 yards, une interception et un quarterback rating de 48. Et il gagne ce match. Je trouve ça dingue. Heureusement qu'il y a Rico Dowdle dans cette équipe-là parce que c'est fou. Et les Panthers qui sont en 5-4 dans votre division à tous les deux. Elle est affligeante, l'équipe. Les deux équipes sont affligeantes. Hein. Ah, mais les Packers, je trouve, encore une fois, on parlait d'équipe illisible, enfin d'années illisibles. Mais alors, les Packers, c'est vraiment ça. Une semaine, ils sont capables d'aller tarter les Steelers. Et la semaine d'après, ils sont incapables de battre les Panthers. Les Panthers qui sont capables de mettre 30-0 aux Falcons, mais qui la semaine d'après en faire un match abominable. C'est les équipes, on ne sait pas. Je crois que la semaine prochaine, les Panthers jouent les Saints, ils risquent de perdre. Mais ce serait même pas impossible. Ce serait même pas impossible pour dire la tristesse de notre division. Même après, je pense que les matchs de division, il y a toujours au-delà de la blague, il y a toujours comme pour le Viking Lions, un match de division par essence, c'est un match un peu à part. Mais alors là, avec des équipes qui sont totalement lisibles, bon, à part nous, on est nuls, mais ça, on le savait qu'on allait être nuls sur cette année. Mais les Panthers, en fait, font un peu plus pour gagner. Mais les Packers, j'ai pas. Alors, c'est pas le match que j'ai plus regardé, pour être honnête. Mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ouais, non, mais là, c'est un monde parallèle, en fait. C'est multivers. Parce que, encore une fois, le match, personne ne voulait le gagner à croire. Et finalement, c'est les Panthers qui le gagnent un peu. Et les Packers, on se regarde à 5-2-1 et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le projet? Et je suis d'accord avec toi, Doug Lafleur. Il y a un moment, il faut que ça dégage parce que c'est pas possible de générer des plans de match comme ça. Love, bon, alors ils sont un peu emballés en disant « Ah, on a un troisième quarterback générationnel drafté à la suite. » Oui, bah non, parce qu'il y a du boulot quand même. Il suffit de voir, je vois l'action qui te fait dire que c'est Brett Favre à l'envers. Mais il fait des passes, c'est interdit. C'est juste interdit. Et le pire, c'est quand même le DB des Panthers qui attrape pas un canard boiteux en feuille morte. Voilà, je me demande comment il fait pour pas l'avoir celle-là. Mais heureusement que c'est une 4e tentative à ce moment-là, hein, parce que si c'était pas une 4e tentative et que tu leur redonnes une arme en n'attrapant pas cette balle, c'est chaud pour lui côté Panthers. Oui. Parce que là, il s'en sort parce qu'il récupère le ballon quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça compte comme une passe deflect et tout le monde oubliera qu'il a raté un truc énorme. Mais non, les Packers, en fait, c'est cette équipe qui a trop de potentiel pour qu'on les taille pas là-dessus, c'est pas possible. Ce qui est honteux, c'est que tu
t'as quand même pas la ligne offensive de l'année du côté de la Caroline. T'as Elle est quand bonne, la même... ligne offensive, mais elle n'est pas exceptionnelle, je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est très très Mid. mid. Voilà, c'est très Mm. mid. C'est très mid, sauf que la ligne défensive, par contre, de Green Bay, Oui. t'as quand même... Allez, on va pas prendre le front seven entier. On va prendre juste Wyatt, Micah Parsons, Rashan Gary. Rien que ces 3 mecs-là, là. T'as oublié Derrière, il y a Lucas quand Van même... Ness. Ouais, Lucas Van Ness, il est même pas dans les stats. Il est même pas dans les stats. Je sais, le gars, sa seule stat du match, c'est d'avoir enfilé ses crampons, sans déconner. Derrière, tu as Ejirine Cooper et Quay Walker. Vous savez qui a le plus de sacs pour les Packers sur ce match? Non, Xavier McKinney. fort. Avec un qui est le plus de toute l'équipe. Voilà. Parce que lui, pour le coup, McKinney, il fait un beau match. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage côté Packers, ça fait C'est une toujours défaite. bien et- d'avoir un bon McKinney avec la blessure de Kraft. Bien vu. Ok. Bien vu. Merci. Très très belle celle-là. Thibaut, Voilà, quelle, voilà. Est quelle est ta flop équipe? Après la flop blague, la flop équipe, Je vais chez on les playoffs. continue dans les clowns et avec les couleurs de clowns et avec, avec vraiment le fond du. Je pense qu'on a touché le fond niveau Bengals. Ça y est, touche le fond, creuse encore niveau appréciation de appréciation scolaire. C'est comment se retrouver à pouvoir gagner un match perdu, mais le perdre quand même parce que t'es tellement nul que tu sais pas défendre que. Et je pense que même les mecs, va jouer Chase, à un moment donné, le mec va péter un plomb, il va tuer quelqu'un. Hein. Je pense qu'il va en tuer un défenseur, il va en tuer un parce que les mecs se font des stats de malades, ils enchaînent les yards, ils enchaînent les touchdowns et ils ont 11 plots en défense. Ils ont 11 plots, il n'y a pas d'autre terme. Des plots défendraient mieux parce que peut-être les mecs se prendraient les pieds dedans, à la limite. Mais c'est affligeant. C'est affligeant, les Bengals, c'est affligeant. Alors pour remettre dans un peu de contexte, ils perdent donc là 42-47 contre les Bears en ayant été menés de 10 points ou 11 points, je ne sais plus, à 3 minutes de la fin. Donc les Bears passent de 98% de chances de gagner le match à 0, puisqu'ils repassent devant dans quelques secondes de la fin du match, à 10 secondes, 15 secondes. Et les Bears, en une course de Caleb Williams, c'est le fameux touchdown de Loveland, et ben ils gagnent. Ils marquent un touchdown, ils gagnent. Il suffisait juste d'un plaquage, il suffisait juste d'appeler un vrai jeu de football en défense, mais non, c'est trop compliqué apparemment pour cette équipe. Alors tout le monde veut se barrer. Là, j'ai vu Logan Wilson, le mec, leur linebacker, veut partir. Trey Hendrickson, je pense que le gars, il doit avoir double ou triple dose de Xanax pour tenir pendant les matchs parce que c'est infâme. C'est juste infâme. Et on sent là pour le coup, moi côté Bengals, j'ai hésité à les mettre aussi en flop, mais tu vois, rien que pour l'attaque, j'avais envie de les garder parce que l'attaque elle fait le taf et c'était oui. quelque chose qu'on pensait pas et là pour le coup l'attaque a très bien fonctionné, surtout en fin de match. Et là, il y a là où je suis d'accord avec toi, c'est que par contre, tu as une vraie division maintenant au sein de cette équipe. C'est plus une équipe, c'est 2 escouades. Oui. C'est une escouade offensive et une escouade défensive. Et tu as l'impression que limite l'attaque va faire durer un peu les drives pour éviter que la défense soit sur le terrain trop vite. C'est catastrophique là ce qui est en train de se passer. Est-ce que Joe Burrow est si fort que ça quand on voit le match de Joe Flacco? En fait, Joe Flacco, c'est l'évolution de Joe Burrow. Ah, c'est comme les Pokémon. Exactement. C'est après, d'accord. Et attention au C'est prochain. le rondoudou de Bureau. Ouais. Non mais Kata c'est Bengals et je suis assez d'accord. Là défensivement c'est fou, on en a parlé un peu lors de l'employé de la semaine, mais le touchdown il doit jamais avoir lieu de Loveland. Et tu vois Chase qui est énervé, je crois que c'est Chase Brown qui est énervé aussi, il fait pas la meilleure saison de sa vie, mais l'O-line ne l'aide pas, là il commence enfin à revoir le jour et derrière ça repère. Enfin, c'est très triste quand même, enfin triste c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est très... Et à la limite, je renommerais mon flop, même pas la flop équipe, mais la flop escouade. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu as raison. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, l'attaque des Bengals, quand tu regardes au niveau des matchs? Ils en ont mis 38 contre les Jets, ils en mettent 42 contre les Bengals, ils en mettent 33 contre les Steelers. Là où ils peuvent faire mieux, entre guillemets, c'est de ne pas se foutre dans cette situation-là, de devoir lancer à gogo et de... Ouais.
Je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que Et on en Flacco, voit, il fait 4 touchdowns, il fait 2 interceptions. Bon. Après, ouais, c'est vrai que Compliqué. c'est du enfin, c'est une impression vraiment de gâchis et après on aurait pu se dire que Chase en bureau ce serait bancal, mais finalement ça se meuble bien. Ah oui, putain, Wow. il est pas mal. Franchement, c'est sympathique. Sympathique. De mon côté, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Doug, sur les Bengals. Alors, vraiment, je comprends pas qu'il n'y ait pas bagarre directement sur le terrain entre eux. Vraiment, c'est incompréhensible. Mais tu sens que ça monte là. Ça monte quand même pas mal. Faut voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Si je vous dis qu'ils jouent les Steelers la semaine prochaine. Ouais, mais en attaque, c'est pas fou. Enfin, c'est pas foufou. De Ça mon côté, décanille en défense, mais Non, mais dans laquelle ça peut péter sur un match de rivalerie. Est-ce qu'il y aura est-ce que voilà ça parce qu'il y a forcément toujours une implication émotionnelle un peu plus forte sur la division. Et puis l'historique entre Steelers et Bengals, il y a quand même un passif parfois assez lourd de jeux explosifs, de choses explosives. Mais ouais, je pense que je pense qu'il y a vraiment une scission et que là cette semaine il faut pas qu'ils soient dans le même bâtiment. Ah oui. ouais. Allez, je vais parler de mon équipe. Je vais mettre une petite musique de fond et on va parler des Dolphins en flop équipe. Tu veux pas qu'on fasse une minute de silence? Non, je veux que tu chantes. Ah non, je la chanterai pas. Je la chanterai Je plus veux tard. que tu chantes. Voilà, on va laisser tranquillement la musique, mais les Dolphins ont perdu 28-6 face aux Ravens et surtout, on a enfin perdu Chris Greer. Vous imaginez quel professionnel c'est? Genre, il a réussi à teaser juste pour dire Greer viré, et genre, il y a eu libéré, délivré direct derrière. C'est un professionnel de la radio. Libéré, Greer viré. Et on a continué à faire des trades, hein, puisque là, ça y est, on a tradé Jalen Phillips pour un troisième tour. C'est Black Friday. C'est le Black Friday, 28-6 face aux Ravens. Il n'y a rien qui fonctionne dans cette équipe. Et voilà, je voulais juste en parler un petit peu parce qu'on parle rarement des Thursday Night Football dans le Rewind. Et je trouvais ça dommage de passer à côté de ces Dolphins qui sont absolument cata. Et un tout petit mot rapide avant de passer au 2-minute warning sur les Ravens qui sont revenus là, 28-6. Mais après, attention, c'est les Dolphins à voir dans les prochains matchs. Mais le calendrier est assez simple du côté des Ravens. Et il y a une chance avec les Steelers, on a vu. Heureusement, ils ont gagné. Mais il y a peut-être un monde où les Ravens arrivent à s'en sortir dans cette division. Voilà. On aura le temps de voir ça. Et je vous propose, parce qu'on est un petit peu en retard, de passer au 2-minute warning. Et dans le 2-minute warning, on va parler de tous les matchs rapidement et juste d'aborder les différents scores. Donc les Ravens ont battu les Dolphins 28-6. Les Bears ont battu les Bengals 47-42. Je m'arrêterai sur les matchs dont on n'a pas parlé. Les Vikings 27-24 face aux Lions. Les Panthers 16-13 face aux Packers. Les Broncos 18-15 face aux Texans. Un match dont on n'a pas parlé, c'est les Patriots qui ont battu les Falcons. Mais comme il y a les Falcons, est-ce qu'on en parle? Non, désolé PA, on va encore pas parler de ton équipe, mais elle mériterait. Elle mériterait, c'est ça. Ouais. Ça s'est joué à un extra point, hein, pour le coup, côté Falcons, pour au moins avoir une prolongation. Mais les Patriots en 7-2. Hein. Attention à eux aussi, ils sont très bons. Les Niners, 34-24 face aux Giants. Les Steelers ont battu les Colts 27-20. Les Chargers ont battu les Titans 27-20 aussi. Quelque chose à dire sur ce match-là? Ça gagne moche, mais ça gagne côté Chargers. Après, Titans, ça va être long, encore une fois. Exactement. Ouais, tu sais, c'est des victoires qui te font descendre dans le PR, ça. Ouais, parce que tu gagnes que de 7 points face aux Titans. Ouais. Exactement. Une autre victoire, c'est les Rams qui ont gagné 34-10 face aux Saints. Thibaut, une réaction? Je suis pas assis, vous ne me voyez pas, mais je suis pas assis, j'ai encore le cul rouge. Ok. Un mot sur Tyler Shough,
qui a fait son premier match de Les premiers quarterback matchs, les starter. premiers touchdowns. Je dis, alors, sur le match, voilà, bon, on se fait out-coacher, on se fait dominer dans tous les compartiments du jeu par une équipe qui est bien meilleure, etc. Tout ça. Non, moi, la seule chose, c'est que j'ai bien aimé Choc dans le sens où il s'est pris, pour un coup, un gros choc. Il s'est pris un très gros coup de casque et sur l'action d'après, il met un touchdown. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on va se dire qu'on a peut-être trouvé mieux que ce qu'on avait. Doug, je te sens prêt à dire quelque chose. Non, il a dit out-coaché. McVay est toujours le meilleur entraîneur de la ligue. Venez vendredi pour savoir si c'est le cas, selon nous, dans les trophées de mi-saison. On verra si c'est le cas. Les Jaguars, 30-29 face aux Raiders après prolongation. Et alors, je vais juste parler très rapidement du Sunday Night, puisque les Seahawks ont battu 38-14 les Commanders. Mais dans le match de la semaine, on va dire, c'était le Chiefs contre les Bills. On n'en a pas parlé. Les Bills ont gagné 28-21. Doug, un mot sur ce match-là? Ouais, dans un beau match de football, c'était plaisant à regarder. On savait que les Bills allaient gagner parce qu'on est en saison régulière. Ils n'ont pas fait de cadeau. Ça a tapé très fort en défense, j'ai trouvé, du côté des Bills. Notamment le secondary. Ça n'a vraiment pas fait de cadeau. Et surtout, en fait, ils ont réussi à courir là où James Cook est impressionnant et d'habitude les Chiefs ne laissent pas trop la place aux coureurs en face et là ils ont réussi à imposer le jeu, à courir, à imposer le tempo. Quand c'était sur des play action, quand c'était pas Cook qui courait, ça a été Allen et qui derrière. Ce qui est incroyable par contre, Allen, c'est franchement quand il lance le ballon, il envoie ça à n'importe qui, quoi. C'est Khalil Shakir. Il a que des receveurs 4. Elijah Moore. Il a que des receveurs 4 et les mecs brillent. Donc, ça veut dire à quel point il est fort. Ouais. Keon Coleman, Dalton Kincaid qui fait un super match pour le coup. Mais ouais. C'est... Thibaut? Ouais, en plus, il avait mauvaise haleine. Donc, c'est un match qu'il avait envie de gagner. Celle-là, tu vois, tu l'as trop amenée. Si elle était venue vers toi, ok. Mais là, t'es trop allé la chercher. Ça force un peu. Ouais, bon, Matthew Stafford. Pas mal. Non, après, oui, comme l'a dit Doug, il n'y a pas de suspense. Ils ont gagné en saison régulière et perdront en play-off. On peut passer à la suite. Ouais. Pas de mots sur les Chiefs? Ils ont perdu, mais à l'arrivée, Mahomes c'est meilleur que d'habitude, presque, on a l'impression. Donc... Compliqué son match, je trouve, moi, Patrick Mahomes. Il a fait avec ce qu'il a pu, mais ça a été compliqué quand même. Après, la défense, ils mettent la pression. On a un gros match de Joey Bosa. Oui. Gros match de Joey Bosa qui, quand il est en forme, montre que c'est un bon joueur. Gros match de Greg Rousseau aussi. Non, la ligne défensive a fait le taf. Mais je sais pas. C'est pas un match. Je sors de ce match-là, je suis pas inquiet. Pour les chiffres. Logique respectée, mais je suis pas inquiet pour autant, quoi. Il n'y a pas un monde entre les deux équipes et on sait qu'en play-off, ils gagneront. C'est ça, il n'y a personne qui aura envie de jouer les Chiefs de toute manière en play-off. Non. Même s'ils ne sont pas champions de division, même si ils sont en wildcard sont 5, 6, 7 et qu'ils devront se déplacer, personne ne sera content de les jouer et ça leur donne déjà un avantage. Après, attention, pour le moment, ça ne veut rien dire évidemment, parce qu'il va y avoir une deuxième partie de calendrier plus simple, mais pour le moment, les Chiefs ne sont pas en play-off. C'est peut-être le seul moyen de ne pas perdre contre eux en play-off, c'est qu'ils n'y soient pas. Qu'ils ne soient pas. Ouais, ça, c'est ton coach aurait pu le dire, ça, tiens. Oui. C'était la PR Nightmare quote of the week pour l'enfer du dimanche. Le fameux « on n'est pas là pour être ici ». Oui, exactement. Allez, dans les pronos et les classements de la team LFO, Doug, c'est ton moment en général, mais là, tu as perdu la première place au profit d'Anto. On a quasiment tous fait 9. GG, Trey, PA, Thibaut et moi. Mais sinon, Anto a fait 8, Doug a fait 7 comme guilty, et Alexandre, qui veut toujours se distinguer, a fait 5. L'écart est en train de se faire, 77 pour Alexandre, et après 83 pour guilty, 84 pour Thibaut, PA, Trey, 85 pour GG et moi, 86 pour Doug et 87 pour Anto, qui prend la tête cette semaine. Seul. Tu vois, j'ai pas voulu faire mon bandeur d'Aaron Rodgers, parce que je savais qu'ils allaient gagner.
Et voilà, ça me fout dans le sac. Et je voyais aussi les Vikings. Et voilà, je me suis pas. Il y a des fois, je m'écoute pas. Voilà, et c'est pas bien. C'est vraiment dommage, hein, parce que Ah oui. t'y étais presque. T'y étais presque. Allez, on va pouvoir passer à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour cet overtime, le power ranking s'est affiché à l'écran. Nouveau numéro 1. Et si vous êtes sur le Discord, vous savez que qui dit numéro 1 dit tombe dans le ravin. Et c'est les Bills qui passent numéro 1. Avec les Rams qui suivent juste derrière. On n'était pas loin de mettre les Rams en 1. En tout cas, et on n'était pas loin de mettre les Chiefs en 1 s'ils avaient gagné aussi. Hein. Donc on n'était vraiment pas loin de beaucoup de changements. À Lionel Button de le faire. À Lionel plutôt de le faire, exactement. Donc Bills, Rams, Bucks et notre nouveau podium avec les Colts qui tombent en quatrième. Déjà, qu'est-ce qu'on pense de ce petit top 4 avec les Seahawks qui tapent à la porte aussi, hein, qui passent en 5? Rien. Et bien on passe à la suite. Et ensuite, on a du coup les Lions qui chutent beaucoup après leur défaite. Doug, contre qui? Rappelle-nous, les Lions ont perdu contre? Contre les Packers. Non. Non. Ok, d'accord, super. Contre les Vikings. Il ne rentrera pas sur le terrain, il a échoué au protocole. Ouais, clairement, le protocole est toujours là. Les Vikings, les Vikings, non, c'est les Eagles qui chutent, et les Broncos qui montent un peu, tout comme les Patriots. Et après, au milieu Les Eagles qui chutent sans jouer. Oui, mais Ils c'est ont plus perdu parce- contre la bye week. Oui, eux, ils ont perdu pour le coup. Vous voyez ça comme les Seahawks qui montent beaucoup, hein, qui nous ont assez impressionnés depuis le début de la saison et qui, cette semaine, leur a permis de monter. Pas trop de changements à part les Packers qui chutent beaucoup et qui passent en 12e, comme les Chiefs qui passent en 10. Et après, c'est du changement peu notable, du plus 1 par-ci, par-là. Et tout le bas du classement qui reste inchangé. Voilà, Tu à vois, il y a partir un de truc, moi, de la place 25. il y a quand même quelque chose qui me dérange avec les Seahawks. C'est que je me mets à la place des Bucks, donc je suis en NFC. Je préfère jouer les Rams que les Bucks, on est d'accord. Je préfère jouer les Seahawks que les Lions en playoff. Je préfère jouer les Seahawks que les Eagles. Et même, Tu vas j'ai aller jusqu'aux presque envie de Packers. te dire, non, tu vois, peut-être pas les Packers, mais les Niners, tu vois. S'ils sont complets, j'aimerais pas les jouer plutôt que les Seahawks. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Donc tu ils veux sont dire. 5, mais... C'est un peu comme les Colts. Pour moi, c'est les Colts de la NFC. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils sont là Ouais, parce ouais. qu'ils réussissent bien leur saison régulière, mais on a tous des doutes sur la capacité de Et leur. des équipes qu'on n'a pas fait monter tout de suite en plus. On a attendu de voir, attendu. Elle est Et, jamais venue, zai. Exactement. Merci. Mais voilà, donc, ouais, non, mais les Colts et les Seahawks assez haut. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le preview de la semaine 9, on a parlé pas mal avec GG de Daniel Jones et s'il pouvait gagner des playoffs avec, et le Super Bowl d'ailleurs, avec Daniel Jones. Alors, on l'a vu contre les Steelers, c'était pas trop ça. 6 ballons perdus sur ce match-là pour Daniel Jones. Thibaut, quelque chose à dire sur ce power ranking? Non. Bah après, c'est le fond du fait tout. Ouais, de toute façon, il n'y a plus rien qui va changer à part peut-être à 1 ou 2 victoires à l'arrache en match de division. Donc rien ne se passera. Après, les Commanders, je pense qu'ils vont encore descendre parce que là sans Daniel, ça va être compliqué. Il n'y a pas que Daniels qui est manquant, surtout. C'est vraiment ça le souci. Hein. Là, quand tu regardes toute leur équipe, il y a rien. Tout est blessé pour la saison. On ne parle même plus d'Austin Eckler qui a été blessé en début de saison et Brian Robinson qui a été tradé. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien offensivement. Non, mais Tu vois, j'avais pas fait gaffe, mais moi, j'aurais mis les Falcons quand même derrière et Carolina et New York. Hein. On aura le temps de voir la semaine prochaine contre qui ils jouent. Et, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Et en tout cas, on a les Cowboys qui sont en 16, qui n'ont pas bougé, qui peuvent encore bouger. Si ils perdent contre les Cardinals, ça peut descendre. S'ils gagnent, j'ai du mal à les voir monter, mais on verra en fonction de comment ça se passe. Les Cardinals qui risquent de ne pas trop bouger. À moins d'une victoire. En fait, c'est à moins d'une victoire où... Si le Cowboys... Ça va dépendre de la manière. Ouais, si les Cowboys ne gagnent pas, ça risque de descendre et que les Cardinals montent. Mais sinon, s'il y a victoire des Cowboys, je pense que ça restera de la sorte.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire de l'épisode, déjà votre top 5 du MVP. Ça nous intéresse beaucoup pour pouvoir faire l'émission des trophées. Et aussi, qui serait votre numéro 1 aujourd'hui, à l'heure actuelle du Power Ranking. Ça nous intéresse également beaucoup. Quelque chose à rajouter sur ce Power Ranking, Doug, Thibaut? Non. Non, mais on était complet. Très bien. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez, on a 2 émissions. Donc, jeudi, la Game Zone. Vendredi, le live des trophées de mi-saison. Sans Doug, malheureusement, qui t'as toujours pas changé l'anniversaire. Il n'y a pas de. Non, putain, il faut que ça tombe ce jour-là, quoi. C'est abusé que son anniversaire Pas de chance, tombe hein. le jour des trophées de mi-saison. C'est ça, je vais le dire à sa mère. Ouais. Franchement, ouais, c'est pas très sympa. Pas très sympa, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir à la fois sur Twitch et sur YouTube directement. On aura le live qui sera aussi diffusé sur YouTube. Et voilà, pour les deux, la preview. Et on a fait une bye week aussi il y a ce week-end qui est sorti samedi avec Chris Durham qui est le chef de la NFL Academy, donc qui aide des jeunes en général avant d'avoir 18 ans à les aider à avoir un parcours universitaire pour aller jouer au foot américain, notamment en NCAA. Interview intéressante et en tout cas que j'ai C'est pris très plaisir sympa, à ouais. faire. Bah, ça fait plaisir. Donc C'était si vous très n'avez pas sympa. écouté ça, n'hésitez pas et on en apprend pas mal sur ce qu'est la NFL Academy, un joueur de NFL et les attentes, l'après-carrière. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés lors de cette interview. Donc voilà. Mettez Puis un on a petit, quand même des directeurs de la NFL au front office, c'est quand même un petit événement. Donc allez écouter ce podcast et vous apprendrez des choses pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est payé pour ça, lui. Exactement. Qui a mis les pieds sur un terrain, qui a reçu une passe de Matthew Stafford dans la NFL. Voilà, il n'y en a Ouais. pas 100 000. Et qui était sur le terrain quand il y a un record qui tombe. Ah, il y a quelques ouais. anecdotes sympas, ouais. Exactement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et nous, ça nous aide à nous pousser à en faire plus, surtout. Des interviews avec des gens qui voilà. On va s'arrêter là sur. Mais voilà, il y a des interviews sympas, mais en tout cas, de rester dans l'univers du foot américain, on va dire. Oui, voilà, on va arrêter d'interviewer des mecs qui font du ping-pong, effectivement. Salut Gégé. Après, tu m'étonnes que les gars, ils écoutent pas. La dernière fois, ils mettent la bye week et les gars, ils parlent de curling bâton. T'es pas gentil. Non, c'est pas cool. Et si je connais un mec qui fait du Quidditch, c'est mort ou... Non, ou il y je a suis, moyen- je suis très intéressé pour le Quidditch, pour le coup. Quidditch. Ma femme C'est passe magique. le balai, mais pas plus. Alors, Je regarde quand même, tu sais, je me tourne, je Des fois- vérifie des les fois qu'il y angles aura un morts. objet, il y aura un objet qui Je passe, vérifie comme les angles morts. il y a il y a un cognard qui arrive sur toi là. Bon, sur ces superbes remarques, nous allons vous remercier. Merci Doug, merci Thibaut. Suivez-nous partout à le front office. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine 10. Go Avignon. En Avignon ou à Avignon? On y danse. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Bonne journée à tous et vive le football.